Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Crickstick et aujourd'hui on va s'attaquer à la dernière série qui est sortie sur Apple TV, Fondation. Pour ceux qui ne connaissent pas, Fondation c'est une des plus grandes œuvres littéraires de science-fiction du XXe siècle, écrite par Isaac Asimov dans les années 40. Alors de quoi est composé le cycle? Alors ça tombe bien, je l'ai ici. Nous avons donc en fait, là j'ai toujours sous forme d'intégrale. Donc on a un premier cycle de Fondation. Ce premier cycle a été écrit entre 1944 et 1950 à peu près, qui comprend donc Fondation, Fondation et Empire et Seconde Fondation. À l'époque, c'était pas écrit en tant que roman en tant que tel, mais Asimov écrivait pour des revues de science-fiction, hein, comme Astounding Science-Fiction ou quelque chose ce genre de petites revues. Du coup, les nouvelles de Fondation, c'était bien des petites nouvelles qui étaient faites pour être publiées quasiment de façon hebdomadaire. Vous voyez, ce genre de petits feuilletons littéraires qui se suivent. C'est pour ça que les nouvelles présentes dans les premiers cycles de Fondation sont relativement courtes. Dans le second cycle de Fondation, c'est assez différent. Celui-là, il est écrit dans les années 80, c'est terminé vers 1986. Il avait déjà écrit tout le reste de son cycle littéraire, c'est-à-dire principalement le cycle des robots, que j'ai ici également sous forme de coffret intégral, mais également la série des préludes à Fondation et aube de Fondation qui se déroulent avant. Donc le second cycle de Fondation, lui, agit plutôt comme une sorte de conclusion générale à la fois à son cycle de Fondation et à la fois à son cycle de robots. C'est comme une espèce de méga conclusion de 20 000 ans de cycle décrit dans toute sa littérature de science-fiction, ce qui en fait une œuvre particulièrement intéressante. La série en elle-même, sur quoi se concentre-t-elle? C'est une adaptation donc des premiers cycles, mais du tout début du premier cycle pour cette première saison, et je vais vous dire exactement à quoi correspond, si on peut dire ça, la première saison. À ça, je l'ai relu exprès pour essayer de faire les parallèles entre l'œuvre originale et la série. Je suis désolé, cette Crickstick va piquer. Commençons par vous présenter le speech de base de cet univers de Fondation. Donc ça se passe quelques 20 000 ans, quasiment dans le futur. L'espèce humaine a conquis la galaxie entière et a formé une espèce d'empire galactique composé de millions de planètes habitées, et la capitale étant un monde appelé Trantor, un monde surpeuplé, couvert d'une carapace de métal, un petit peu à la Coruscant de Star Wars. C'est pas pour rien d'ailleurs, George Lucas s'est énormément inspiré de Asimov pour créer son univers de Star Wars. Cet empire est présent depuis plus de 12 000 ans dans l'univers, il s'est accroît, il a une forte population, seulement il est en décadence. Mais c'est une décadence lente, invisible à l'œil nu pour la plupart des mortels vivant dans la galaxie. C'est un déclin... C'est la sorte de déclin inexorable que peuvent subir les empires sans s'en rendre compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et au milieu de tout ça, il y a un homme qui s'appelle Hari Seldon, qui est un mathématicien de génie, qui invente une nouvelle discipline mathématique, alors pas sortie de nulle part, parce qu'elle est en quelque sorte inspirée de méthodes scientifiques réelles, prévisionnistes et statistiques. Par exemple, quand on a en fait un certain nombre de données sur un système, on est capable de prévoir comment ce système va évoluer dans le futur. C'est exactement le principe des systèmes météo, comment on prévoit la météo. Et bien Hari Seldon a inventé ce qu'il appelle la psychohistoire, c'est-à-dire une étude statistique des populations de masse, vraiment à l'échelle de milliers de milliards d'habitants, qui peuplent la galaxie et les planètes, pour décrire comment évolue l'Empire et comment il va évoluer dans le futur, sur des centaines voire des milliers d'années. Et il a prévu quoi? Il a prévu la chute de l'Empire et près de 30 000 ans de période de barbarie qui suivra la chute de l'Empire. Pour éviter ça, il va essayer de trouver un moyen qu'il va appeler la Fondation pour réduire cette période de barbarie à 1000 ans, car la chute de l'Empire, elle, ne peut pas être évitée, c'est une certitude. Voilà pour le speech de base, pour la présentation du lore.
Niveau personnage, on va se concentrer au tout début, donc sur vraiment les 2 premiers épisodes, sur Hari Seldon évidemment, et sur Gal Dornis, qui est une mathématicienne, une jeune mathématicienne qui vient d'un confin de la galaxie et qui arrive pour la première fois sur le monde capital suite à un concours pour participer à l'histoire de Hari Seldon et de sa psychohistoire. Je ne vais pas en dire plus, mon but c'est pas de spoiler la série dans son ensemble. En tout cas, cette première partie, qui couvre à peu près le premier épisode, suit quasiment fidèlement la première partie de Fondation, c'est-à-dire la première partie qui s'appelle Les Psychohistoriens, et qui fait une trentaine de pages, 40 pages, jusque là. Ça, c'est l'épisode 1, c'est plus ou moins fidèle. Ça va. Il y a des grosses différences, mais jusque là, je m'étais dit, je veux dire, même au cours de l'épisode 2, je savais que de toute façon la série allait avoir des différences par rapport à l'œuvre littéraire, et j'étais tout à fait en mesure de pardonner certains écarts qui étaient tout à fait normaux et certaines adaptations. Ok. Est-ce que je dois préciser que je suis un fan absolu d'Asimov, et en particulier du cycle de Fondation? Oui, parce que à la fin de l'épisode 2, j'ai limite hurlé. C'est là que le drame commence. C'est là que la série prend une liberté totale, absolue, dans tous les sens, par rapport à l'œuvre littéraire. À partir de l'épisode 2, ça décroche complètement. Il n'y a plus aucun point d'accroche avec les livres. Si, il doit y avoir 2-3 noms balancés comme ça. C'est tout. A commencer par le respect des personnages principaux. Hari Seldon, ça va, il est plutôt pas mal. Il respecte plus ou moins le personnage, ils ont pris un acteur assez âgé, c'est bien. Gal Dornis, les problèmes commencent. Ils ont choisi de prendre une femme de couleur. J'ai pas de problème là-dessus. C'est également la mode, on féminise les personnages, on met des femmes fortes en héroïne, d'accord. Faut pas oublier que Fondation, je rappelle, le premier a été écrit en 1942. Donc ce qui correspond vraiment à ce qui a été dans la série là, 1942. À cette époque, les femmes fortes, c'était pas tellement la mode. Donc Gal Dornis, dans le roman d'origine, est un homme mathématicien blanc, classique quoi. De même qu'un autre personnage principal qui apparaît plus tard dans la série, qui s'appelle donc Salvor Hardin, qui est également dans le livre un homme blanc, voilà, qu'ils ont fait également avec une femme de couleur. Autant j'ai pas de soucis avec ce changement de sexe, ok, ils font ce qu'ils veulent. Tant qu'ils changent pas la personnalité des personnages. Le problème, c'est que oui, ils ont changé carrément la personnalité des personnages avec, mais de ouf. Mais je vais pas détailler ici, vu que je ne vais pas spoiler. Mais parlons concrètement de la série en elle-même pour ce qu'elle est. On fait abstraction des livres, on parle de la série. Elle est visuellement très belle. C'est très bien fait, hein, les effets visuels sont superbes. On a une très belle photographie sur certains plans qui sont magnifiques, vraiment très travaillés, presque à la façon d'un film. La BO, elle m'a pas particulièrement marqué, mais elle n'est pas vilaine non plus. Par contre, là où la série souffre un peu, c'est dans son rythme, qui est un petit peu lent par moment. Vraiment, elle a des longueurs, elle a des parties, des trames scénaristiques annexes qui traînent, qui sont étirées, presque inutiles. Comment dire, quand tu connais Asimov, je suis désolé, je suis obligé de refaire un parallèle. Asimov a un style littéraire qui peut paraître très simple à la lecture. C'est pas plein de fioritures et de complexité littéraire, etc. C'est très simple. Ça va aussi à l'essentiel. Surtout, comme j'ai dit, ce sont des nouvelles. Et une nouvelle, par principe, ça t'amène cache directement
au cœur de l'intrigue dès les premières lignes. T'as pas une intro, une longue intro de présentation de personnages, de contexte, machin, c'est bam, on t'envoie direct dedans. En particulier Asimov et ses centaines de nouvelles qu'il a écrites, j'ai pas tout ici, hein, j'ai d'autres livres de nouvelles qui n'ont rien à voir avec ce cycle, encore en réserve. Et dans toutes ces nouvelles, c'est très dynamique. T'es au cœur du sujet, on te met, paf, la problématique direct dans la face, comment résoudre ça, et toujours à la fin, boum, une conclusion inattendue. Voilà, le maître Asimov. Et là, dans la série, qu'est-ce que c'est long, mais c'est long. Ah, purée, va plus vite, accélère. 10 épisodes pour nous faire ça, ça fait 100 pages là-dedans. Alors j'imagine aussi également ceux qui pourraient être fans de la série, dire « Oh, c'est trop génial, j'adore les intrigues, c'est super !» et lire le livre après, j'imagine qu'ils pourraient être déçus, eux, du livre. Parce que justement, étonnamment, le livre est étonnamment simple et direct dans ses problématiques, en particulier dans les premières crises qui sont très simples et très rapides. Là où Fondation prend vraiment de l'ampleur, c'est plus tard dans les livres. Et il pourrait être déçu de ne pas retrouver toutes les trames qu'on voit dans la série. En particulier, une trame qui est particulièrement intéressante, j'ai trouvé, qui est la trame des empereurs. Je l'ai trouvé sympa. C'est un ajout total qui n'existe pas dans le livre, mais plutôt bien ficelé et cohérent avec l'univers, à certains détails près. C'était intéressant, c'était bien. Ça, j'ai bien aimé. Par contre, toute la trame de Fondation, mon Dieu, mais quelle purge! Mais quelle purge! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aucun respect! Aucun respect avec la crise originale du livre, aucun respect avec le... Oh la vache, niveau suspense, c'est mou, c'est mou. Quand il t'en place, mais ça met 3 plombs, mais il vous fait un suspense à la fin, pouf, ouais, oh. Et puis cette résolution, la résolution diffère du livre, mais ils ont essayé quand même d'apporter un point commun. Puis là encore, ils prennent de grosses libertés dessus. Ils essayent, on sent qu'ils essayent de se raccrocher. Ils prennent 2-3 éléments du livre qui réattirent, qu'ils injectent dans la série un peu n'importe où, comme ça. Tiens, on va mettre ça, c'est dans le livre. Pouf, ils te l'envoient, mais ils changent complètement le contexte, ils changent complètement le dénouement. Mais ils t'ont pris un petit élément, ils sont contents. Comme ils ont pris un nom, ils te l'ont mis sur un personnage qui n'a rien à voir avec le personnage d'origine. Évidemment, mon cœur de fan saigne. Ça a été un supplice d'épisode en épisode de voir ce saccage, c'est un viol du livre. En soi, la série n'est pas particulièrement mauvaise. Elle se regarde, comme j'ai dit, elle est jolie. Les trames sont pas inintéressantes, c'est juste qu'il y a ce rythme qui est mou par moment. Et qu'il faut absolument faire abstraction de l'œuvre d'origine, et de préférence ne pas connaître l'œuvre d'origine, surtout. Et je doute d'ailleurs, c'est tellement une purge, et elle va tellement se faire démolir, mais démolir par tous les fans, tous ceux qui connaissent l'œuvre de base, que je doute même que la série soit rempilée pour une saison 2. Parce qu'elle va vraiment se faire massacrer. Et ça a commencé. Et je commence aussi. Voilà. Alors, c'est dommage, c'est pas dommage, je sais pas, en même temps, à la vitesse où ils vont, pour couvrir l'intégralité de l'œuvre de Fondation, il va leur falloir 15 saisons. Surtout s'ils brodent en faisant n'importe quoi. De toute façon, là, ils prennent déjà tellement de liberté, ils partent tellement loin ailleurs. Le final part tellement quelque part qui n'existe pas dans le livre, que je ne sais même pas s'ils pourront se raccrocher avec ce qui existe dans le livre après. Ou s'ils vont leur faire leur propre trame, fondation, annexe, comme ils veulent, comme ils ont commencé, quoi. Franchement, j'en attends plus rien. C'est dommage, parce que à l'annonce, il y a quelques années, de Fondation va être adaptée en série. Oh, ça a été la révélation absolue.
pour tous les fans, putain. Encore un cycle littéraire réputé impossible à adapter, et qui va enfin, voir une adaptation sur grand écran, ouais, c'est une série, c'est pas un film. Mais je pense que la série, de toute façon, est plus adaptée à ce genre d'œuvre qu'un film en soi. Et on rentre dans la partie spoil où là, attention, effectivement, je vais bien spoiler des gros morceaux d'intrigue et des portions d'épisodes pour faire le comparatif et les différences avec le livre. Enfin, devrais-je dire plutôt, faudrait chercher les points communs avec le livre, hein, ça irait plus vite. Mais bon, je vais détailler quand même quelques grosses différences. Comme je l'ai dit déjà au niveau des personnages, donc outre leur changement de sexe, on a notamment une grosse violation de personnalité au niveau de Salvor Hardin, donc qui est un homme plutôt intelligent dans le livre, qui n'est pas du tout un combattant, hein, au contraire de ses opposants qui sont plutôt des combattants, et dont la maxime est la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est quelque chose qui est connu. Et il sort cette maxime à tout bout de champ. Et qu'est-ce qu'ils nous font dans la série? Salvor Hardin qui prononce cette phrase pour s'en moquer par rapport à quelqu'un qui l'a dit, ou je sais plus trop quoi, dans je sais plus quel épisode. Alors carrément, donc le personnage, il est à contre-courant du personnage d'origine. Déjà là, il y a un gros problème. Salvor Hardin dans les livres arrive à faire des manigances intelligentes pour se sortir des crises avec les Anacréoniens qui menacent de les envahir, etc. 2 fois, et à chaque fois, tac, il crée une machination, une sorte d'intrigue politique en quelque sorte. Il recrée un équilibre alors qu'ils sont en fort désavantage de la Fondation. Et pouf, par un petit coup de génie, il arrive à mettre à bas Anacréon sans problème, sans combat, sans violence. Là où Salvor Hardin de la série est plutôt vas-y, rentre dedans, je castagne et puis on y va quoi. Ouais, c'est pas vraiment ça quoi. Deuxième grosse différence, Salvor Hardin est la fille de Galdornis. What the fuck? Galdornis apparaît que dans la première partie du livre, dans la partie donc les psychohistoriens qui fait une 50aine de pages, et on ne le revoit plus, puisqu'après il y a un saut temporel, on passe à la partie des encyclopédistes, qui se passe 50 ans plus tard, 35 dans la série, et donc voilà, un nouveau personnage, et on passe à Salvor Hardin. La différence qui m'a fait hurler, l'assassinat de Hari Seldon en fin d'épisode 2. J'ai vu ça, je fais what? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là j'ai eu particulièrement peur parce que une des trames principales majeures de Seldon, Hari Seldon, lui reste sur Trantor, il part pas avec les colons. Il reste sur Trantor parce qu'il est malade, il sait qu'il va mourir, il finit sur une chaise roulante, etc. Et il va enregistrer toute une série de messages préenregistrés pour être communiqués à la Fondation à des dates clés au moment des crises qu'il aura prévues. Et en décrivant, en se présentant à chaque fois, je suis Hari Seldon. Et si vous en êtes ici, c'est que vous avez dû affronter la première crise qui disait nanana, et j'espère que vous avez fait ceci. Ou que vous allez vous en sortir sans leur donner jamais de réponse. Son but, c'est pas de guider la Fondation à dire vous devez faire ça et ça. Mais en tout cas, il apparaît au moment des crises dans un sanctuaire sur Fondation. Ce sanctuaire, ils l'ont un peu repris dans la série, de près, de loin, avec cette espèce de truc bizarre, là, en double machin, qui déploie un champ qui éloigne les personnes. Je sais pas, ils en ont fait une espèce de truc mystique, bizarre, qui en plus, dans le dernier épisode, Seldon l'explique, ça a été expliqué fabriqué à partir de son cadavre et de son cercueil, et qui s'est transformé. What? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Du coup, effectivement, dernier épisode de la série, oui, Hari Seldon apparaît en tant qu'hologramme préenregistré, et puis c'est limite beaucoup trop par rapport au livre, parce que là, c'est carrément une IA intelligente qui est là en direct et interagit avec les gens. Alors que dans les livres, c'est clairement juste un message préenregistré qui apparaît et qui n'a aucune interaction.
Bon là ils en ont fait une IA Seldon qui survit dans un vaisseau et dans ce sanctuaire. Bon pourquoi pas, c'est pas le pire ça comme adaptation, c'est pas le pire, ça reste pour moi proche de l'idée d'origine. Ils ont été un petit peu plus loin seulement, peut-être un petit peu plus moderne, mais ça va. Par contre un truc qui m'a fait tiquer aussi, il parle un moment de la seconde fondation. Alors oui, il y a bien une seconde fondation qui apparaît, qui est mentionnée très tôt dans les livres, vraiment dans les premiers chapitres. On entend parler de seconde fondation, mais on ne sait pas où elle est, on ne sait pas à quoi elle sert. On sait juste qu'elle est située à Finistel, ou Star's End en VO, supposée être à l'autre bout de la galaxie par rapport à Terminus, là où se trouve la première fondation. Et tout le mystère de cette seconde fondation, et qui fait partie de l'intrigue principale du livre Seconde Fondation, c'est de savoir où elle se trouve et où les persos vont aller la chercher parce qu'ils vont avoir besoin de son aide, ils vont avoir besoin de réponses, etc. Et là, dans la série, Harry Seldon, il te balance ça. La seconde fondation est sur Helicon, sa planète d'origine. C'est même pas ça, hein, la réponse, hein, dans les livres. Elle n'est pas sur Helicon, hein, la seconde fondation. Donc je vous dis pas où elle est. Mais pourquoi avoir choisi Helicon? Est-ce que c'est un bluff de sa part? Est-ce qu'ils ont vraiment choisi la série de placer la seconde fondation sur Helicon? Et pourquoi? Parce que le but et l'emplacement de la seconde fondation a une raison précise, et une raison importante. Et la foutre sur Helicon, ça n'a aucun sens. Donc voilà, déjà ça m'a fait aussi, quand je l'ai entendu, alors il te balance ça dans l'épisode, hop, ça passe crème pour quelqu'un qui ne connaît pas, mais pour moi ça fait what? Et attention, je vais m'attaquer à l'autre bug majeur de la série qui m'a fait presque hurler à plusieurs reprises, le non-respect absolu du personnage de Demerzel. Eto Demerzel, dans le livre, est le premier ministre de l'Empire. Bon, ce côté-là est plus ou moins respecté. Bon, là, ils en ont fait une femme, encore une fois, qui est une sorte de conseillère très proche de l'empereur, une sorte de nounou presque en même temps, hein, parce que c'est elle qui élève cette génération d'empereurs clones. Et c'est un robot, c'est vrai. Dans les livres, Demerzel, son vrai nom c'est R. Danil Olivo. R. Danil Olivo est une méga pierre angulaire de tout le cycle littéraire général d'Asimov. C'est-à-dire qu'on le retrouve dans Fondation, et on le trouve dans le cycle des robots, en particulier dans Les Cavernes d'Acier, Face au flux du soleil, Les robots de l'aube, Les robots et l'Empire, et peut-être d'autres, je ne suis plus très sûr, mais au moins ces quatre-là. R. Danil Olivo est extrêmement important, c'est un robot qui a 20 000 ans, qui a évolué, qui est doté de capacités extraordinaires pour un robot, qui n'a rien à voir avec les premiers robots de sa première génération, et qui a l'apparence humaine. Dans les livres, personne ne sait que c'est un robot qui sont censés avoir disparu depuis des millénaires. Les robots ne sont plus là. Dans la série, l'empereur sait que c'est une robot. Bon, admettons, c'est pas ça le problème. Là où j'en viens, c'est le non-respect fondamental des lois de la robotique qui sont la pierre angulaire, l'espèce de dalle gravée absolue de l'œuvre de Asimov, que lui-même il se retournerait dans sa tombe s'il voyait qu'on avait violé ça à ce point sur une œuvre qui porte ce nom de Fondation. Il aurait pété les plombs. Vous savez qu'Asimov, quand il a été voir 2001 l'Odyssée de l'espace et qu'il a vu le robot HAL 9000 se rebeller contre les humains, il a quitté la salle. Je vous explique. Les lois de la robotique que nous, dans le monde réel, on est en train de réellement appliquer aux robots commencent à être développées parce que ce sont des lois extrêmement intelligentes. Première loi de la robotique. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni laisser un être humain en danger par son inaction.
première loi, elle est fondamentale. Deuxième loi, un robot doit obéir à un ordre que lui donne un humain, sauf si cet ordre entre en contradiction avec la première loi. Autrement dit, un robot obéira toujours si on lui donne un ordre, mais on ne peut pas lui ordonner de tuer quelqu'un ou de lui faire du mal. Troisième loi de la robotique, un robot fera en sorte de toujours préserver son intégrité, sauf si cela rentre en contradiction avec la deuxième ou la première loi. Donc il va toujours chercher à se protéger, à rester assemblé, à ne pas se détruire, sauf si on lui ordonne expressément de faire un acte qui pourra conduire à sa destruction, mais c'est un ordre, c'est la deuxième loi, il est obligé de le faire. Et ces lois, en tout cas en particulier la première loi, la loi la plus fondamentale, de ne pas faire de mal à un être humain, a été bafouée 3 fois dans la série. 3 fois. Épisode 2. Demerzel participe, en tout cas assiste activement à une séance de torture sur une scientifique qui est sur le point d'étouffer pour lui extorquer des informations. Un robot, je rappelle la première loi, est incapable de rester inactif face à un humain en danger. Déjà là, il y a viol de la première loi. Deuxième, dans l'épisode je ne sais plus combien, Demerzel tue expressément, en ayant mis du poison sur ses mains, voilà, une prêtresse d'un culte, parce que l'empereur lui a ordonné. Donc là, on a à nouveau un viol absolu des règles de la robotique. L'empereur donne un ordre, deuxième loi, de tuer quelqu'un, qui est la première loi. Ce n'est pas possible. La deuxième loi dit tu obéis à un ordre tant que ça n'entre pas en contradiction avec la première loi. Elle n'aurait pas dû. Troisième fois, à la fin, cash, il y a une espèce de clash entre les empereurs. Elle arrive, elle en bute un. Elle bute le jeune rebelle, voilà. Et le quick. C'est un clone. Ça, la limite, c'est celle que je peux le plus pardonner. Même si c'est tuer quelqu'un, je vais expliquer pourquoi. Il y a une loi 0 qui existe et qui est spécifique à Erdaniel Olivo, donc ce robot-là, qui dit un robot ne peut laisser l'humanité se mettre en danger ou par son inaction laisser l'humanité se mettre en danger. Cette loi 0 prime sur toutes les autres. C'est-à-dire que si l'humanité est en danger et que le fait de tuer quelqu'un peut sauver l'humanité, le robot va pouvoir tuer quelqu'un. C'est en ça que je pense que le troisième assassinat peut rentrer dans ce cadre, parce que, admettons, c'est quand même Erdaniel Olivo qui a mis en place l'Empire, oui, par ses manigances petit à petit, pour sauvegarder l'humanité et son développement dans la galaxie, etc. Donc les empereurs, pour lui, représentent la stabilité et la cohésion de toute l'humanité. Et là, il y a un conflit entre les empereurs. Il y a un problème. Ça menace la stabilité de l'ensemble. Donc, on peut interpréter ça comme si, quick, l'empereur rebelle, eh ben, ça peut remettre une certaine stabilité, donc application de la loi 0. L'assassinat de la prêtresse, je suis désolé, la loi 0 ne s'applique pas, c'est un ordre de l'empereur qui lui dit tue quelqu'un, c'est un caprice de l'empereur, ce n'est absolument pas nécessaire à la survie de l'humanité, ce n'est pas valable, c'est une violation pure des lois de la robotique. Et la première, la torture, c'est très conflictuel. En fait, la loi 0 est compliquée à interpréter. C'est aussi ce qui peut faire bugger les cerveaux des robots et qui a fait bugger le cerveau du premier robot qui avait la loi 0. Parce qu'elle est compliquée à mettre en œuvre et à savoir si est-ce qu'on a bien fait de tuer quelqu'un et de violer la loi numéro 1, est-ce que la loi 0 s'appliquait bien les biens ou pas. Et là, le cerveau positronique, il chauffe. Donc c'est compliqué de jouer avec cette loi 0. Et pour cette histoire de torture, est-ce que l'humanité était en danger? C'était absolument nécessaire de torturer cette personne pour sauver l'humanité? Je suis pas certain. Pour moi, c'est quand même un beau viol de la loi numéro 1. Voilà. Donc ça c'est des infractions très graves à l'univers d'Asimov. Mais vraiment,
tu fais une série, un film, n'importe quoi sur l'univers d'Asimov, tu violes les lois de la robotique, putain, quel non-respect quoi, quel non-respect. Non, tu fais pas ça. Les mecs ils connaissaient pas Asimov quoi, c'est un total non-respect de l'œuvre. Non. Voilà. Ça, il fallait absolument que j'en parle. Revenir sur les différents détails, ce serait beaucoup trop long. Comme j'ai dit, l'intrigue des empereurs, qui n'existe pas du tout dans le livre, reste plutôt intéressante. Cette histoire d'empereur qui tombe amoureux, mais qui finalement, c'est qu'une machination pour essayer de renverser et remplacer par un autre clone. Voilà. Cette quête de l'empereur au jour, d'essayer de se trouver lui-même, une psychologie, une spiritualité, et de se rendre compte que comme c'est un clone, il est vide, c'est une coquille vide. C'est intéressant tout ça, c'est intéressant. Et même cette façon qu'il y a de l'empereur de l'aube, l'empereur au grand jour et l'empereur au crépuscule, et ce cycle qui se perpétue comme ça, c'est malin, c'est intelligent. J'aime bien, je mets bien. Mais alors, la trame de la Fondation, qu'est-ce qu'ils ont fait hein. Donc ils ont tout centré sur Anacréon, qui attaque directement la Fondation avec des mecs. Il y a cette histoire de croiseur que les Anacréoniens retrouvent. Alors le croiseur, on le retrouve dans le livre, dans la seconde crise, qui se passe encore 30 ans plus tard, toujours avec Salvor Hardin, qui est beaucoup plus âgé. Et donc il y a effectivement les Anacréoniens qui découvrent un croiseur et qui confient le croiseur à la Fondation pour le remettre en état, pour qu'il soit confié ensuite à la flotte d'Anacréon. Et Anacréon va ensuite vouloir l'utiliser pour attaquer la Fondation, et ça va être l'objet de la seconde crise, etc. d'Anacréon qui veut encore attaquer la Fondation. Et là, tac, il y a à nouveau un petit twist de Salvor Hardin qui va retourner la situation. Donc ils ont pris cette petite trame du croiseur, ils l'ont pris, idée de croiseur impérial paumé qu'on récupère, ils l'ont réinjecté dans la série, ils en ont fait toute autre chose avec. Pour le reste, ça n'a rien à voir. La première crise de la Fondation est extrêmement simple. La Fondation est entourée de ce qui s'appelle les royaumes barbares. Anacréon en fait partie, mais il y en a d'autres, dont j'ai plus les noms là, mais c'est pas très important, qui menacent évidemment cette petite planète isolée, sans défense, de la conquête. Et Anacréon veut faire main basse dessus pour étendre son domaine à l'encontre des autres. Et Salvor Hardin, pour résoudre le problème, savoir que la Fondation est la seule à encore bénéficier de la technologie dite atomique. Donc c'est une technologie énergétique qui permet plein de petits appareils, de petits machins, enfin c'est une technologie moderne, très très moderne, qui a disparu des confins. Donc Anacréon ne chauffe plus qu'à l'ancienne, au pétrole et au charbon. Et effectivement, pour les royaumes barbares, la technologie atomique représente une avancée technologique formidable. Et pour s'en sortir, le petit twist, c'est que Salvor Hardin va négocier la technologie atomique avec tous les royaumes barbares limitrophes, ce qui fait que Anacréon ne peut plus se permettre d'attaquer ouvertement la Fondation, ou alors en gros il se retrouverait avec une coalition de royaumes barbares autour contre lui. C'est un peu ça l'idée. C'est tout simple, c'est très très simple comme résolution. Le problème aussi est relativement simple au départ, même s'il est toujours présenté comme quelque chose d'insoluble, finalement, la solution s'avère relativement simple. Et c'est ça aussi le petit génie d'Asimov, qui te pose, même dans toutes les nouvelles sur les robots, qui te pose toujours des problématiques qui te semblent bizarres, même sur les robots avec des violations des lois, justement. Tiens, très intéressant ça. Il y a de nombreuses nouvelles sur les robots qui te présentent des violations de lois, des problèmes qui entrent en contradiction avec les trois lois de la robotique. Mais il va t'expliquer pourquoi ça a bugué. Et il t'explique intelligemment. Contrairement à ce qu'il y a dans la série où il n'y a aucune explication logique à ce viol des lois. Voilà.
Bref, voilà, et là ils t'ont fait cette première crise de fondation avec Anacréon qui attaque le truc, et puis finalement, il y a Thespis qui s'en mêle, et puis oh non, à la fin Salvador Ardine, il faut tous être unis, Fondation, Thespis et Anacréon, on est tous communs. Ouais, mais fuck quoi, voilà. Voilà, bon bref, je vais pas rentrer plus en détail, il n'y a rien de plus à dire. Passons donc à l'avis général et la conclusion. Je vais dire mon avis final, qu'est-ce que j'en ai pensé et la note que je peux lui attribuer. Effectivement, la série en soi n'est pas exceptionnelle, mais n'est pas détestable non plus. Mais, étant donné que je suis fan d'Asimov, et vu le viol que c'est, je suis obligé de la saquer à mort. Donc, eh ben, je vais lui donner une note sur mon échelle de Crickstick de 0, c'est-à-dire la note intermédiaire, quelque chose de très moyen, qui est pas, je ne veux pas le descendre plus, parce que si on la prend pour ce qu'elle est, ça va, mais je peux pas non plus la juger uniquement parce que c'est un viol du livre, donc voilà, je descends sa note à 0, et puis c'est dommage. C'est tout ce que je dirais. C'est très dommage. J'en suis très déçu. Je suis dépité, je suis tellement désespéré. J'en attendais tellement, cette série. Mais enfin, faites-vous votre propre avis. Regardez la série, puis lisez le livre, ou l'inverse, faites comme vous voulez. Comme je vous l'ai dit, si vous le faites série-livre, peut-être que ce sera l'effet inverse qui se produira, c'est le livre qui vous décevra. Mais dans ce cas-là, je peux vous conseiller que de lire tout le cycle de Fondation au complet, et si vous voulez profiter vraiment de l'impact que porte en particulier le deuxième cycle de Fondation, il vous faut lire également tout le cycle des robots avec. Et oui, et là vous aurez vraiment toutes les références, tous les liens, toutes les connexions qu'il fait entre tous ces romans, et oh, et là c'est parfait. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Salut!